Daisy. Donc, bonjour à tous ou toutes. Je ne sais pas, j'ai pas regardé qui était là en Isabelle. détail. Donc, s'il y a des tous ou des toutes, mais Oh, je et pense que tout. c'est toutes. Donc, voilà, aujourd'hui, on va parler des évaluations repères, qu'est-ce qu'on fait avec ça, et des évaluations diagnostiques. Et puis, donc, dans les 2 prochaines sessions, je pense que vous avez peut-être reçu le courriel. On va parler des évaluations formatives, des différentes modes que l'on peut adapter pour les effectuer, ainsi que comment donner de la rétroaction aux élèves. Donc, aujourd'hui, on se situe en amont de ça. On va parler des évaluations repères donc, et diagnostiques. Quelqu'un avait posé une question en disant comment je vais cibler les apprentissages essentiels, et j'avais demandé à l'autre groupe des enseignants du primaire parmi les 3 critères, lequel vous paraissait ou lequel vous paraît le plus simple à utiliser. Alors je vais vous reposer la même question. Vous pouvez répondre dans le chat, vous pouvez prendre la parole puisqu'on n'est vraiment pas beaucoup, et puis nous dire lequel de ces 3 critères vous paraît le plus simple à utiliser? Est-ce que quelqu'un veut… Moi, personnellement, j'ai tendance à toujours juste compter ou bien se concentrer sur les résultats ou bien les apprentissages transférables. Parce que j'ai l'impression que si l'élève n'a pas bien compris ou bien si le résultat d'apprentissage n'a pas bien achevé, alors peut-être l'année prochaine, parce que le concept va être d'une autre manière traité, peut-être ça va, alors comme ça va accumuler, l'information va être accumulée. C'est ce que je pense. Oui, donc dans ce que tu dis, Rim, c'est en fait et préalable et transférable pour toi, parce que préalable, c'est ce qui va rester dans la matière. Donc, si tu enseignes, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, les sciences et les maths, je crois que tu enseignes. Oui, donc c'est ça. Donc les mathématiques, si tu enseignes, mettons, peu importe un domaine, les fractions ou n'importe quoi, effectivement, si c'est repris l'année d'après, donc ça va être préalable, mais ça peut être aussi transférable dans d'autres matières. Donc oui, et c'est plus facile à déterminer aussi ce qui est préalable parce que nous avons les curriculums, donc on peut aller, on n'a pas besoin de discuter, disons, beaucoup. On a les documents pour aller cibler ce qui effectivement reviendra dans les années futures, et donc sur quoi mettre l'accent, c'est vrai. Tandis que ce qui est transférable, là aussi, on a de l'aide avec les différents curriculums et regarder dans quelles autres matières ça peut être transféré. Je pense que le point de vue… ce qui est durable, ça peut être peut-être parfois plus sujet à discussion. Et ce que je voulais juste dire à propos de ça, c'est que en fait, dans la discussion, et je vous encourage donc à discuter avec vos collègues qui enseignent des niveaux en dessous et au-dessus de vous, de commencer peut-être de façon simple et aller cibler déjà ce qui est préalable et transférable. C'est certainement ce qui est le plus facile, effectivement. Donc, si on continue, voilà, bon, pourquoi on fait des évaluations repères, donc je ne sais pas si vous êtes comme nous, mais donc nous, on en fait en mathématiques et en langue, en français. Donc, si on fait des évaluations repères, donc pourquoi? Pourquoi on les fait? Et les évaluations diagnostiques, c'est de la même question. Donc, j'ai assister ou participer à une formation que donnait le Alberta Assessment Consortium. La dernière était il y a quelques jours, avec Dylan Williams. Je vous en avais parlé, je pense, la dernière fois. Et il a dit une phrase que j'ai traduite en français de façon libre.
Mais moi, ça m'a beaucoup interpellée cette phrase. Et il a dit: «Nous devrions avoir honte que certains élèves ne maîtrisent pas certains résultats d'apprentissage». Et comme on sait que nos classes sont diverses, que pour certains élèves, ça va prendre beaucoup plus de temps que pour d'autres, ça veut dire qu'effectivement, il va falloir aller cibler les apprentissages essentiels dans notre curriculum pour que ces apprentissages-là, au moins, on soit sûr qu'ils les aient acquis. Donc, l'idée, et c'est aussi une traduction libre de ce qu'il a dit, mais il n'est pas le seul à le dire, on peut le retrouver dans plusieurs sources, il faut partir du point où se trouve l'élève et pas du point où il devrait se trouver. Donc, quand je vous parlais, et je vais vous parler un peu plus aujourd'hui d'une de mes classes de 8e année, c'est important de faire des évaluations au début pour savoir exactement où se trouve l'élève et comment intervenir pour ne pas que les lacunes éventuelles qu'il a déjà, elles continuent à exister et aussi par la suite à faire en sorte qu'il n'y en ait pas de nouvelles qui se greffent là-dessus. Donc, on peut passer à la suivante peut-être. Voilà, OK. Donc, qu'est-ce qu'on appelle évaluation repère? Bon, je ne sais pas ce que vous faites comme évaluation vous, mais MIPI, ça devrait être, enfin si j'ai bien compris, c'est tous les conseils francophones qui l'ont adopté. Donc, c'est l'évaluation en mathématiques. Adèle, c'était pour le français, puis il y en a d'autres. Parfois, on parle aussi de dépistage universel. Donc, ce que l'on fait, c'est que nos élèves vont passer ces évaluations-là. Elles ciblent donc on va identifier ainsi les élèves dès le début de l'année ou disons au moment où ils vont passer cette évaluation, ceux qui peuvent avoir besoin de soutien, ceux qui peuvent aussi avoir besoin d'enrichissement. Il ne faut pas oublier que voilà, la diversité, elle se fait dans les deux extrêmes. Ça sert, bon, pour l'administration, ça sert à établir un profil de classe. On va voir un exemple rapidement. Et puis, pour l'enseignant, ben aussi, ça lui donne quand même une petite idée de à quoi s'attendre et à quel point la classe académiquement est diverse dans sa matière. Donc, pour l'administration, ben, ça va servir à prévoir un éventuel soutien, donc une équipe pédagogique, donc des aides, peut-être des aides élèves qui vont venir intervenir dans la classe. Et ça permet aussi à l'enseignant en fonction, je pense à l'évaluation MIPI parce que c'est celle que je connais le mieux, ça va permettre de voir module par module ou thème par thème, quels sont si les élèves sont globalement dans cette classe-là plutôt forts ou plutôt faibles, etc. Oui, Rim. J'ai une question à propos. Oui. Maintenant, toi, tu as mentionné l'exemple de MIPI. Oui. Alors, maintenant, moi, selon ce que tu viens de dire, que selon le niveau de l'élève, on doit savoir comment continuer avec elle, avec lui. Oui. Oui. OK? Mais, ce qui se passe en réalité, c'est que, exemple, le MIPI, déjà être fait au début de l'année. Oui. Ce qui ne... Désolée. Je comprends, Rim, pas de souci. Alors, ce qui crée le problème que moi, par exemple, comme enseignante de l'année courante, par exemple, Oui. enseignante de 7e année, moi, je ne sais pas c'est quoi le programme d'études de l'année passée pour savoir ce qu'il doit savoir. OK. Alors comment je peux évaluer ou bien le diagnostic, cette évaluation d'une manière efficace? Oui, alors il est certain que, donc je ne sais pas si tu es dans une école qui est maternelle à 12 ou qui est juste secondaire, ça va changer les choses. Si tu es dans une école maternelle à 12, ben, va voir tes collègues de 6e année. Sinon, de toute façon, de toi-même, tu peux aller sur le site d'Alberta Éducation et puis tu vas chercher programme d'études et il y a le programme de maternelle à 6 et il y a un des documents aussi qui s'appelle portée et séquence où tu vois, bon, alors la différence, si tu veux, entre le fait de regarder le programme et puis de parler avec tes collègues, surtout après une année Covid et compagnie, eh bien, c'est que tu vas avoir, il y a le curriculum, ce qu'on appelle en anglais intended curriculum, et puis il y a vraiment ce qui a été fait dans la classe.
en fonction des différentes circonstances. Donc, ce qui est bien, si tu veux, ce que tu peux prévoir peut-être pour l'année prochaine, c'est de discuter avec tes collègues de sixième année, si tu as la possibilité, si la majorité de tes élèves viennent d'une certaine école, etc., et d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait réellement. Donc, tu connais le programme, ça, tu y as accès. Et ensuite, qu'est-ce qui a vraiment, qu'est-ce qui a réellement été fait? Il y a peut-être des choses. Ces gens-là vont te dire, ben, pour nous, les apprentissages essentiels de notre année en sixième année, c'était ça. Puis on a beaucoup travaillé ça. Puis la majorité de nos élèves ont réussi avec ça. Mais attention, tu sais, l'idéal, ce serait ça, c'est que tu aies la liste de classe et puis tu parles avec tes collègues de l'année d'avant. Hein, et ils vont te dire, bon, ben, ils vont te donner les résultats, donc, fins, si tu veux, de ce qui a été fait et de ce à quoi tu dois t'attendre, si tu veux, pour l'année en cours. Donc, c'est vrai que si on passe à la prochaine, Barbara, les évaluations repères, elles ciblent les races de l'année précédente, tu as raison. Donc, ce serait vraiment bien que tu connaisses bien le curriculum de l'année d'avant. Et comme je dis, allez le voir sur le document et si tu peux, parler avec les collègues qui l'ont fait aussi, comment elles l'ont abordé, c'est ça. Et quand Barbara vous parle d'approche collaborative, ben, c'est très, très important, je pense, c'est d'avoir la réalité, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que les enseignants ont fait, comment ils l'ont fait et que tu puisses hériter d'une situation en connaissant beaucoup mieux. Les évaluations repères ne sont pas, enfin je vais le dire un peu plus tard, hein, c'est pas l'idéal non plus, hein, mais elles sont effectuées donc, bon, par tous les élèves et comme tu l'as dit en début d'année, nous on s'était posé dans la question dans notre école, ben, puisqu'on doit faire ces évaluations, est-ce qu'on fait une révision de septième année? Puis on a décidé que non, on a décidé non, laissons voir, laissons faire les élèves, voyons. Et on parle aussi de, vous savez, on parle de learning gap à cause du Covid. Donc, peut-être ces manques, ces lacunes qu'il y a dans l'apprentissage des élèves et donc qui existent en tout temps en fait, hein, Covid ou pas Covid. Mais il y a aussi, on parle de learning gap après l'été. Et la recherche, ça c'est très intéressant, la recherche montre que pour certains élèves, l'été est bénéfique. Et en fait, si on leur fait faire la même évaluation, mettons fin de sixième année et début de septième, eh bien, il y en a certains qui se sont améliorés pendant l'été. Alors, ça peut être dû à différentes choses, hein. Soit les parents s'en sont occupés, soit ils ont suivi des petits cours d'été, ou parfois, je pense par exemple à la mesure, tout ce qui est sur la mesure. Il y a des élèves, oui, qui vont être amenés à faire des activités pratiques, et puis tout d'un coup, ça va éclairer pour eux certaines choses. Et puis, pour d'autres élèves, au contraire, ils ont oublié et il va falloir rappeler ce qu'ils ont, donc faire des révisions pour leur rappeler certaines choses. Donc, quand on analyse aussi les résultats du MIPI, si on peut être, ben, ça dépend si vous enseignez, mettons, s'il y a 2 classes de septième année dans votre école et vous enseignez les 2, ben, vous allez discuter avec vous-même. Mais sinon, si vous êtes plusieurs enseignants, ce serait bien de mettre tous les résultats de toutes les classes ensemble et de discuter à plusieurs. Donc, voilà, merci Barbara. Oui. Donc, pour moi, l'évaluation repère et l'évaluation diagnostique, la différence que je fais, je prends comment dirais-je, une analogie un petit peu avec le jardinage, puisque j'adore ça. Mais dans l'évaluation repère, vous prenez la pelle mécanique, hein, OK, puis vous essayez de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est vraiment un peu grossier. Même si dans le MIPI, on a quand même des résultats, hein, il y a des statistiques qui sont faites, donc on peut voir par résultat d'apprentissage, par groupe de résultats d'apprentissage, quelles sont les données, quels sont les résultats. Mais pour moi, l'évaluation diagnostique, c'est vraiment une évaluation beaucoup plus fine qui va se faire éventuellement après, mais qui doit se faire de toute façon après l'évaluation repère et sur des choses beaucoup plus précises et plus fines. Donc, l'évaluation repère va vous donner une vue d'ensemble sur tous les résultats de l'année précédente, mais l'ensemble de ces résultats-là. L'évaluation diagnostique, si je suis dans la mesure, ben, je vais prendre même pas tous les races de la mesure, je vais prendre juste une partie, la partie que je m'apprête à poursuivre, mettons, comme toi, Rim, de 6e à 7e année, et puis voir est-ce que mes élèves sont bons au point où ils devraient être.
Donc, si on continue. Ça, je voulais juste illustrer un petit peu, mais moi, mes résultats du MIPI globaux, hein, les résultats, c'est pas sur un groupe, c'est sur tout l'examen. Ben voilà une de mes classes de 8e année. Donc, j'ai mis un petit peu de couleur pour essayer de faire ressortir les choses. Donc, j'ai 5 élèves qui ont plus de 90, même plus de 93. Et puis, j'ai 6 élèves qui ont moins de 35. OK, donc ça me donne une petite idée que quand j'ai vu ces résultats-là, j'avais déjà les élèves dans ma classe depuis 3 semaines. Donc, bon, je savais à peu près où je m'en allais. Mais disons que si on le faisait première semaine, ben voilà, hein, c'est une classe très diverse avec des extrêmes, des gens qui ont apparemment très bien acquis le programme de 7e année et d'autres pour qui c'est vraiment très difficile. OK, donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon, ben, une fois que vous avez cette idée-là, donc on va passer à des évaluations diagnostiques, donc qui sont plus fines. Et puis, le but, c'est souvent de préciser vraiment les besoins des élèves identifiés parce que ce n'est pas des réponses à choix multiples ou quelques réponses numériques, disons en mathématiques, qui vont nous donner, qui vont nous expliquer déjà pourquoi l'élève a répondu ça et quelles sont ses lacunes ou ses difficultés. Donc, et bien sûr, l'un des buts, c'est d'avoir des conséquences vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place comme mesure d'aide, disons, d'appui ou des activités d'enrichissement. Donc, pour ma part, les évaluations diagnostiques, je cible les races d'un sujet, et même parfois d'une partie d'un sujet. Et puis, donc, ça va être comme l'évaluation repère, des apprentissages essentiels des années précédentes. Je donne une idée. Vous savez, en 8e année, par exemple, on fait, en 7e, ils font l'addition et la soustraction des nombres entiers ou l'addition et la soustraction des fractions. Puis en 8e année, ils vont passer à la multiplication. Mais on est bien d'accord qu'il faut quand même qu'ils aient acquis l'addition et la soustraction. Donc, je vais cibler ces résultats-là. Je vais regarder, bon, OK, est-ce qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est une fraction? Est-ce qu'ils savent trouver des fractions équivalentes, simplifier? Est-ce qu'ils vont être capables d'additionner? Est-ce qu'ils sont capables d'additionner et de soustraire? Pour ma part, je fais des évaluations diagnostiques après les révisions parce que je me rends compte que dans les résultats du MIPI, en fait, parfois j'ai des faux positifs, je vais appeler ça comme ça pour rester dans un climat Covid, c'est-à-dire des élèves qui n'ont pas bien réussi sur ces résultats-là, mais en fait, c'est juste parce qu'ils ont oublié. Donc, si on leur donne 100 révisions comme ça, comme le MIPI des questions, ben ouf, ils ne se rappellent plus. Mais en fait, après une révision, et pour moi, c'est court, hein, je ne fais pas des révisions très, très extensives, je rappelle comment faire et on le pratique rapidement en classe. Et bien souvent, ça suffit. Donc, tous mes élèves qui sont dans le 60, là, il y en a certains, ça suffit de réviser, de dire, ah oui, c'est vrai, il faut un dénominateur commun. Bon, donc au MIPI, ils n'ont pas réussi, mais ensuite, quand je refais le même, après des petites révisions, le même genre d'évaluation en classe, je me rends compte que, ah bon, ben ceux-là, ça y est, ils se rappellent comment faire. En revanche, mes élèves qui sont les plus faibles, donc par exemple dans l'une de mes classes de 8e année, les 6 dont je vous ai parlé, ben, on peut passer je pense que j'avais le résultat, peut-être celle d'après encore pas voir et on reviendra à celle-ci ensuite. Fichtre, non, c'était encore une autre, il me semblait que j'avais mis, oui, voilà, c'est ça. Donc moi, bon, je ne connais pas ma propre présentation, je ne l'ai pas assez revue. Est-ce que tu peux aller à la prochaine? OK, non, bon, alors on va retourner à celle qui était juste avant. OK, donc mon évaluation diagnostique, par exemple, je me suis rendu compte que déjà, ça me permet, déjà avant l'évaluation diagnostique même, je vais regarder au cours d'activités donc, et de révision, etc., je vais regarder comment se comportent mes élèves. Donc, surtout mon petit groupe qui est très faible, il faut que j'intervienne avec eux. Donc, si je reprends l'exemple des fractions, les 6 personnes-là, c'était des gens qui savaient
pour la plupart, comment trouver des fractions équivalentes, par exemple, mais additionner et soustraire, ils ne se rappelaient plus du tout comment faire. Donc, je faisais addition des numérateurs ou soustraction et dénominateurs, même chose. Bon, OK. Donc, en même temps, j'en profite pour regarder, pour pouvoir planifier mon intervention, je regarde comment ils travaillent ensemble. Donc, bon, j'en avais 2 qui travaillaient bien ensemble, un autre groupe de 2 qui travaillaient bien ensemble aussi, mais ils n'ont pas les mêmes difficultés. Puis après, j'avais 2 élèves qui étaient, euh, euh, l'élève N, là, lui, il ne va pas du tout avec les 5 autres, il ne travaille pas du tout avec eux. Bon, c'était le début de l'année. En plus, il a beaucoup de mal à travailler dans ce groupe-là. Donc, je prévois déjà que lui, quand je vais intervenir, ça va être du 1 à 1. Et mon dernier élève, lui, il est très, très, très actif. Donc, c'est certain que la stratégie avec lui, ça va être du 1 à 1 aussi. Donc, si on repart en revanche un tout petit peu avant, désolée Barbara, et juste encore avant aussi, voilà. Donc, pour moi, le schéma, si vous voulez, c'est avoir identifié les apprentissages essentiels donc, de l'année précédente. Il y a des évaluations repères, on fait des évaluations diagnostiques et ça va nous permettre de planifier de l'aide, planifier aussi de l'enrichissement s'il en faut pour certains élèves. Et donc, tous, à un moment donné, et c'est là que c'est difficile, doivent se retrouver quand même dans la boucle d'apprentissage de l'année en cours. Donc, il va falloir que je planifie mon aide pour qu'elle soit, si vous voulez, effectuée en même temps que l'apprentissage des résultats de l'année en cours. Donc, il faut libérer du temps quelque part. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'aller chercher les apprentissages essentiels de votre année en cours et puis de dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Donc, qu'est-ce que je vais quand même exposer les élèves à tous les résultats d'apprentissage, mais il y en a certains, je ne vais pas trop développer avec mes élèves, mettons les plus faibles, et je vais, pendant le temps qui est libéré, pouvoir les aider, me fixer un objectif pour leur faire rattraper, si vous voulez, ce qu'ils ont manqué, leur renseigner ça. Puis, il ne faut pas oublier, hein, ça ne suffit pas. Il faut après évaluer si l'intervention elle a été, comment dirais-je, efficace et mettre fin à cette aide. Alors, je lisais justement dans la voilà, hein, sur des spécialistes de l'évaluation comme Anne Davis qui disait quand vous planifiez une aide, il faut que vous planifiez de l'aide un certain nombre de parties de périodes ou de périodes et puis il faut que les élèves comprennent que ça a un début et une fin parce que sinon c'est décourageant pour eux d'être tout le temps en situation d'aide. Donc ça, pour moi, mes premières années d'enseignement, ça, c'était terrible. J'avais beaucoup de mal à faire ça. Mais j'avais beaucoup de mal à faire ça parce que je ne ciblais pas les apprentissages essentiels dans l'année en cours. Donc, si je reprends l'idée des fractions, par exemple, mes élèves les plus faibles, pendant que je vais leur rappeler comment faire l'addition et la soustraction et qu'ils vont retravailler ça, en revanche, je vais laisser de côté peut-être tout ce qui est... comment dirais-je, on leur fait représenter la multiplication et la division des fractions, ça, je vais le mettre de côté. Je ne vais pas m'attendre à ce qu'ils y arrivent, je ne vais pas passer beaucoup de temps pour qu'ils atteignent ça. Donc, ça va me libérer du temps pour intervenir avec eux. Est-ce qu'on peut avancer, Barbara? Désolée. Donc, voilà, donc je vais prévoir avant l'évaluation diagnostique, je vais prévoir mes révisions, on va faire de la pratique guidée, autonome, en groupe ou individuel pour réviser. Et ce qui est important, et surtout en début d'année et continuer en tout temps, c'est que d'être très positif avec les erreurs des élèves, que ce soit ceux des élèves les plus faibles ou n'importe lesquels, il faudrait vraiment arriver à établir une culture de classe où, je ne vais pas dire les erreurs, enfin j'ai écrit les erreurs sont valorisées, mais c'est presque ça, ça m'arrive de valoriser les erreurs de mes élèves, de dire, oh, ok, tu as posé telle question, ou bon, ça tu l'as fait incorrectement, est-ce que tu me permets de le dire, de parler de l'erreur, pas que c'est toi qui as fait l'erreur, mais de parler de cette erreur à toute la classe, comme ça tout le monde va apprendre et personne ne va la faire. Donc, on peut avancer. Donc, ça, c'est bon, voilà. Donc, l'idéal, mais je ne veux pas empiéter trop sur la prochaine formation, mais l'idéal, ce serait d'avoir des évaluations diagnostiques qui soient
aussi diversifiées dans leur mode que les évaluations formatives ou sommatives. En fait, il ne devrait pas y avoir vraiment de différence entre les trois modes. Ça devrait, si on a l'habitude de faire des évaluations format papier, mettons, et puis d'autres qui sont plus par discussion ou par tâche concrète, eh ben, l'évaluation diagnostique aussi devrait refléter ça. Mais ce n'est pas toujours l'idéal non plus, donc ça c'est notre jugement. Si on regarde l'évaluation pour les fractions, ben voilà le premier document. Bon, voilà, hein, ça c'est tout bête, tout simple, c'est papier-crayon. Je n'ai pas besoin de poser 36 000 questions. Est-ce que tu sais écrire une fraction impropre sous forme de nombre fractionnaire, etc. Donc là, on a fait à la limite une période de révision, c'est tout. Et puis là, je vais pouvoir trier ceux pour qui ça n'a pas été suffisant. Et puis, bon, ce n'était pas une grosse surprise, mais c'était les 5 des 6 élèves les plus faibles que j'avais, parce que personnellement, l'évaluation diagnostique, le plus souvent, je la donne à presque toute la classe, puisque, bon, même des élèves qui sont moyens, certaines fois, ils n'ont pas bien réussi dans certaines choses, donc au point, je veux m'assurer, si j'interviens, que j'interviens pour les bonnes personnes. Donc voilà, ça peut être aussi simple que ceci. Bon, évidemment, personnellement, je trouve que l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs, c'est super, mais pas dans le cadre d'une évaluation diagnostique. Mais ça, là aussi, chacun va le voir à sa façon. Donc, on peut regarder peut-être la grille d'auto-évaluation. À la limite, je m'en servirai parce que c'est une grille d'auto-évaluation pour des résultats d'apprentissage de 8e année. Donc, elle est faite avec les indicateurs de rendement qu'on a dans le programme, mais parfois, je vais expliciter un peu plus. Et puis, je vais commencer donc l'expression des résultats d'apprentissage avec « je peux », puisque c'est pour l'élève. Donc, quand il le lit, il se dit « est-ce que je peux identifier l'opération », etc., etc. Et lui va mettre ici, on peut utiliser un petit code 0, 1, 2, 3, et il va mettre ce qu'il en pense, où est-ce qu'il en est maintenant. Donc, ça peut aussi aider et guider. Je le ferai plus en formatif qu'en évaluation diagnostique, mais ça peut être un choix aussi. Les rubriques aussi, on peut faire des rubriques et ça aide. Personnellement, Barbara et moi, on a suivi une formation d'Alberta Assessment Consortium aussi il y a quelques années. Et une partie, c'était dédiée à comment bien écrire des rubriques. Donc, personnellement, moi, j'ai beaucoup appris. Mais, oui, je vais te laisser la parole. Oh, tu veux intervenir? Vas-y. J'ai une question quand tu as le temps. D'accord, je vais juste finir avec ça et puis je vais te laisser la parole. Donc, personnellement, alors là, moi, je ne sais pas comment font mes collègues de langue, mais les rubriques qu'on nous a appris donc, à construire, vous savez, il y a les différents niveaux. Donc, celui qui est compétent, celui qui est, vous savez, qui excelle, celui au contraire où c'est développement en cours ou en cours d'acquisition. Et il faut se casser la tête pour trouver les bons adverbes, donc en particulier en langue. Donc, on va dire il utilise ou il arrive à faire des phrases convenables, mettons souvent ou parfois ou toujours, etc. Je trouve ça extrêmement difficile. C'est très bien parce qu'après, c'est facile d'utiliser la rubrique pour noter. On a déjà nos points, 1, 2, 3, donc, ou 4. Et puis, mais personnellement, je vois que la tendance un peu, il y a aussi un retour vers les rubriques à critères uniques. Et personnellement, je trouve que c'est très bien adapté pour les mathématiques. Donc, ce que j'écris moi, c'est ce que j'attends. C'est-à-dire, l'élève qui réussit, qui a tout compris, qui fait ça très bien, eh bien, il va, par exemple, dans un problème qu'il doit mettre en équation, eh bien, il va traduire correctement le problème, il va clairement identifier la variable, etc., etc. Alors,
ça peut être un peu plus difficile à noter après, mais je trouve que pour le diagnostic, c'est super en fait, parce que vous allez pouvoir donner à l'élève, suivant son travail, ben, les points qu'il a améliorés. Et les points à améliorer, c'est ce que vous allez travailler avec lui. Bon, ceux qui réussissent très bien, vous allez pouvoir leur dire aussi en quoi ils réussissent très bien ou bon, donner d'autres commentaires. Donc, personnellement, les rubriques, je trouve que c'est très puissant, mais je ne veux pas passer non plus. Disons que pour certains projets, oui, je vais faire des rubriques avec 4 critères en développement, etc., etc. Mais pour d'autres, en particulier pour savoir est-ce que les habiletés sont bien compris, enfin, sont bien acquises ou pas, j'aime bien les rubriques à critères uniques. Mais en fait, ça, on l'appelle rubrique à critères uniques ou avec une seule liste, mais ça pourrait être aussi une liste de contrôle, hein, une liste de critères, c'est pareil, hein, vous mettez un checkmark, un crochet si c'est fait ou pas. Sauf qu'ici, on va donner un peu plus de rétroaction. Ce qui est bien dans ce genre de choses, c'est que parfois les élèves ne se rendent pas compte ou disons ils ne veulent pas ou n'arrivent pas à exprimer bon, où est-ce qu'ils en sont et parfois ils sont un peu réfractaires à recevoir de l'aide, certains. Donc, ça a l'air beaucoup plus impersonnel, si vous voulez, quand vous êtes capable de dire, ben ça, tu l'as bien fait, mais ça, regarde, c'est absolument essentiel et puis tu ne l'as pas atteint, il faut que je t'aide à l'atteindre. Donc, si on revient à la présentation, juste ça, c'est un petit peu à part, mais personnellement, je donne à mes élèves toujours les résultats d'apprentissage de ce qu'on va faire au cours. Alors, si on suit le livre avec le manuel, mettons en maths avec les chapitres, bon, c'est un petit peu différent en sciences, ou ça pourrait être différent même en mathématiques aussi, de telle sorte qu'ils voient la cible qu'ils ont atteinte, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ce que je leur donne aussi souvent, c'est les méthodes d'évaluation qu'ils vont avoir. Comment ils vont être évalués là-dessus. Donc, si j'ai un projet qui inclut ces choses-là, ben, je vais le mettre. Des activités, comme on a fait un concours de développement dans l'ère de la surface. Bon, et puis après, l'examen écrit, je vais dire, traditionnel. OK. Donc, mais ça rentre plus, c'est plus d'évaluation diagnostique. Hein. Le dernier tableau que je vous ai montré, c'est vraiment l'évaluation telle qu'elle va être faite au cours du... c'est plutôt même les 3 types d'évaluation sommative que je vais utiliser. Bon, une fois que j'ai fini mon évaluation diagnostique, dans mon groupe des 6, par exemple, j'en avais 5 pour lesquels les révisions n'avaient pas suffi, donc je savais qu'il fallait que j'intervienne avec eux. Puis un qui s'était amélioré, mais on sent que, bon, il faut quand même consolider encore l'apprentissage de ce côté-là. Je me suis rendu compte en faisant passer l'évaluation diagnostique à tout le monde que tous les élèves ont plus ou moins bénéficié des révisions. Ils réussissaient mieux sur ces résultats d'apprentissage que dans l'évaluation repère. Mais il y en a 2 parmi le groupe, donc en dehors des 6, là, le restant de la classe, qui avaient besoin de consolider encore cet apprentissage-là. Donc, pour eux, disons, c'est plus de la pratique. Bon, là, c'est des mathématiques. Hein, c'est plus de la pratique qu'il faut que plutôt mon intervention. Est-ce que, Rim, c'est-tu un bon moment pour poser ta question? Merci de le rappeler, Barbara. Ouais, je suis désolée, je viens de faire attention que mon micro n'est pas coupé. Désolée. Mais ma question peut-être n'est pas directement au cœur de ce sujet, mais ma question, quand on va distribuer les évaluations diagnostiques aux élèves, oui. Souvent, moi j'ai un groupe, souvent, il y a quelques élèves qui me demandent devant tout le monde pourquoi moi j'ai cette fiche qui est différente ou bien qui est plus facile que les autres. Ces élèves n'ont pas des plans d'appui, mais ces élèves ont des plans ciblés, je le considère. Oui, oui. Alors, comment réagir dans ce cas? Quoi faire? Alors, ça, c'est pour nous, les enseignants, de savoir qu'on doit cibler les apprentissages, tout cela, selon les besoins des élèves. Oui. Mais comment
je ne sais pas comment expliquer, mais est-ce que je dois expliquer ou bien comment je dois réagir en fait? OK. Alors peut-être Donc, ce n'est pas maintenant le temps, ça va, mais si, j'ai cette si, question la dans ma question tête. est tout à fait, la question est tout à fait pertinente. Je te dirais que, donc, on va parler d'évaluation en général. C'est ça, c'est ce que tu es en train de demander, c'est je fais des évaluations différenciées, mais les élèves vont plus ou moins s'en rendre compte et tu risques d'avoir des questions, c'est ça? Ils vont dire ben, pourquoi c'est pas le même? Il y a des élèves même qui vont dire ben, madame, c'est pas juste, des choses comme ça. Alors, ça, tu peux. Ou bien Oui, par exemple, si je laisse un élève qu'il utilise la calculatrice et l'autre non, par oui. exemple. Donc, ça, personnellement, comment j'ai réussi, enfin, comment j'arrive à répondre à cette situation, c'est qu'au début de l'année, j'établis un peu cette culture, si tu veux, dans la classe. Donc, je dis au début de l'année, ben, on n'est pas tous pareils. Moi, je suis nulle en dessin. Comme je dis aux élèves, pour une prof de maths, c'est terrible. Si je n'avais pas mon smartboard, ce serait… voilà, même la ligne droite me pose un défi. D'accord? C'est comme ça. C'est une habileté motrice pas super. Donc, je dis, voilà, c'est ça. Ça ne m'a pas empêché de réussir. Donc, c'est ça ce qu'il faut que vous compreniez. On est tous différents. Je leur montre, vous savez, cette image qui a tellement circulé là où on voit des élèves qui veulent regarder par-dessus une barrière. Puis il y en a qui sont tout petits, il y en a qui ne voient pas bien, etc. Puis en fait, ben, celui qui est tout petit, on va lui donner un tabouret, puis il va pouvoir regarder au-dessus. Celui qui est grand, ben, super, etc. Donc, je leur dis, ben, voilà la différence entre quelque chose qui est égal, égalitaire, et quelque chose qui est équitable. Et puis, je leur dis que le 21e siècle, parce que, bon, voilà, c'est ma façon de parler à moi, ben, le 20e siècle, c'est aller rendre les choses équitables. À la fin, est-ce que je veux que tout le monde y arrive? Donc, oui, ça ne va pas… voilà, chacun, j'essaie de rentrer dans la tête de l'élève que chacun a son parcours d'apprentissage et que tout le monde ne va pas se rendre forcément au même endroit, mais il y a des étapes dans ce parcours. Je vais faire en sorte que tout le monde arrive à ces étapes-là. Après, il y en a qui vont pouvoir aller voir un petit peu en dehors de ces points repères, qu'est-ce qui se passe. Il y en a d'autres, ils vont surtout être à ces stades-là parce que c'est ça ce qu'ils ont besoin. Donc, on est tous différents. Et je dis aussi, si vous voulez faire en sorte que les élèves se sentent pas mal ou qu'ils n'aient pas cette idée que c'est injuste, ben, que les commentaires dans le bulletin, ils sont faits pour expliquer ça. Donc, je vais écrire dans le bulletin qu'il a suivi le programme normal ou qu'il a suivi un programme adapté et voilà les adaptations, que ça a été enlevé. Donc, je dis… Puis, le fait de donner de la rétroaction qui est écrite et non des notes, le fait d'écrire beaucoup, bien ça permet à l'élève de dire, ah ben voilà, d'identifier son parcours d'apprentissage et de comprendre où est-ce qu'il en est. Et en fait, à date, je n'ai pas de questions sur les dernières années où j'ai enseigné maths 8, je n'ai pas eu de questions de parents ou d'élèves me disant comment ça, 80% de mon élève, c'est de mon fils ou de ma fille, c'est pas le 80% de l'élève à côté. Personne ne m'a dit ça. Parce que j'ai essayé de faire comprendre aux élèves et aux parents que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et puis, voilà, que chacun a son parcours d'apprentissage et que si… disons, il y a toujours une mention quelque part qui dit quel a été le parcours de l'élève. Ensuite, c'est vrai que le début, les premières années où je faisais ça, je ne passais pas du temps au début de l'année à créer cette culture dans la classe. Donc, mon début, disons, avec ça a été de faire des évaluations qui est la première page pour tous les élèves. Donc, ce qui fait que, bon, ils regardaient la première page et c'était toute la même pour tout le monde. Mais si c'était un examen écrit, mais c'était à l'intérieur que c'était différent. Bon, donc, ça m'a aidé à survivre, disons, ou à passer comme ça la première étape de mon apprentissage, à différencier et à vivre avec la diversité des élèves et après, après, quand j'ai compris qu'il fallait créer une culture et que oui, ça fonctionnait, à la limite, j'ai même plus besoin de faire ça. Oui, et tout ça, c'est vrai. Quand on parle de différenciation, on veut enlever des obstacles des élèves. Et dans ce cas-là, quand on parle
de quelque chose qui est équitable, mais on est en train d'enlever certains obstacles que certains élèves ont. Et je donne toujours l'exemple des lunettes ou des béquilles, peu importe l'outil que l'élève doit utiliser. Et ça, c'est vraiment en référence à la calculatrice, la table de multiplication, l'utilisation d'une règle pour faire la ligne droite que Sylvie a de la misère à faire sans cette règle. Mais en fait, on garde toujours le même objectif pour tous les élèves de la classe, mais on va varier l'activité, justement. Donc, on peut sécuriser les élèves en disant, tout le monde a le même objectif. On va tous arriver à la ligne d'arrivée ensemble. Et c'est ça l'important. On va y arriver ensemble. Et ça permet de créer cette culture d'appartenance dans la salle de classe. Maintenant, Rim, j'adore ta question parce que je vais te dire que parfois j'entends des enseignants ou des spécialistes dire quand vous offrez comme ça une mesure d'aide à certains élèves, vous pouvez l'offrir à toute la classe. Et avec ça, personnellement, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, mes élèves les plus forts, bon, déjà, il y en a certains, ils ne vont pas l'accepter, de toute façon, ils ne vont pas le choisir. Bon, c'est vrai, c'est un choix, mais il y a certains élèves que je vais pousser, en fait, à ne pas, comment dirais-je, vous savez, alors, les obliger à faire un effort. Et je pense qu'être être enseignant, je l'ai déjà dit, je pense, la dernière fois, et je suis sûre que je vais me répéter, mais je trouve tellement de parallèles entre le fait d'être enseignant et d'être parent. Parce qu'à la fin, tout est une question de jugement. Donc, il va y avoir certains élèves, on va vraiment leur donner certaines mesures d'appui, et puis peut-être même ils vont s'en passer par la suite, mais au moins ils auront gagné de la confiance et ça va les aider. Et d'autres, je vais au contraire dire, mais non, tu es capable, je t'assure, tu es capable et je vais pousser. Et j'espère que je fais un bon choix. Et la plupart du temps, maintenant que je commence à avoir de l'expérience, je le fais pour que, si c'est des élèves ensuite qui veulent, ça dépend ce qu'ils veulent faire et qu'ils aient besoin de démontrer beaucoup de facilité ou d'habileté, etc., ça les pousse à être encore meilleurs. Donc, c'est là où il faut exercer son jugement, je pense. Voilà, je pense que la suivante, on l'a déjà faite. On peut y aller, oui, pardon. OK. Donc, une fois que les évaluations diagnostiques sont faites, on va analyser, donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, les races de l'année en cours pour cibler les apprentissages essentiels et puis calculer le temps libéré. Donc, parce qu'il y a un petit groupe d'élèves pour lequel ils vont être exposés à tout, mais vous n'allez pas forcément vous attendre à ce qu'ils atteignent les choses qui sont considérées comme non essentielles. Et ce temps qui est libéré, parce que c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut intervenir, donc il faut libérer du temps, ça va être le temps pendant lequel ils vont recevoir de l'aide et ils vont avoir l'occasion de se mettre à niveau. Et donc, il va falloir planifier ce temps. Donc, dans mon cas, c'était enseigner 1 à 1 avec certains, 1 à 2 avec mes petits groupes là, et puis après, essayer de trouver toutes les ficelles possibles pour qu'ils aient envie, effectivement, de se mettre à niveau, relier ces apprentissages à leur expérience ou leur goût personnel, etc. Et planifier, donc avant de se mettre dans cette boucle-là, planifier aussi comment on va évaluer les progrès et quand, si on a une petite idée. De toute façon, il faut mettre un terme à un moment donné, même si ce n'est pas terminé. À chaque fois c'est comme si on remettait une couche à chaque fois qu'on va réviser ça avec eux, ils vont aller se rendre un peu plus loin. Donc, voilà, on peut passer, oui. Donc, dans l'évaluation des progrès, ça peut être fait de façon formelle, ça peut être fait en entrevue, ça peut être fait par observation. Je reviendrai la prochaine fois sur qu'est-ce que c'est, ou des méthodes pour évaluer oralement. Personnellement, je donne toujours un petit scénario à l'élève ou une tâche concrète à faire, puis il va essayer et ensuite on va en discuter ensemble. Et l'idée de l'entrevue, c'est d'aller aller chercher comment il a réfléchi ou
Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Est-ce que ce que je suis en train d'évaluer ou la perception que j'ai moi, est-ce que c'est vraiment ce qu'a voulu faire l'élève? Donc, on va ainsi déterminer si le soutien a eu un impact, s'il y a eu une amélioration. On va orienter ou ajuster les mesures s'il le faut. Puis, si c'est positif, eh ben, on va mettre une fin à ce soutien-là et avant de recommencer peut-être avec autre chose dans un autre thème. Donc, c'est un petit peu le déroulement de tout ça. Ça pourrait être illustré un petit peu voilà, par le schéma qui est ici. Donc, on a notre évaluation repère, on en fait l'analyse, et puis ensuite, thème par thème, ou je sais pas, habileté par habileté, etc. On va rentrer dans une boucle d'apprentissage en faisant des révisions ou des rappels, une évaluation diagnostique, planifier le parcours d'apprentissage ou les parcours d'apprentissage, et puis rentrer dans la boucle d'apprentissage de l'année en cours tout en faisant tout ça en même temps, en fait. Quelqu'un avait posé une question aussi en disant comment empêcher les lacunes de se développer. L'idée, c'est de revenir souvent sur les apprentissages essentiels et donc au fur et à mesure de l'année. Parfois, on a une vision du curriculum qui est… Alors, je sais qu'en langue et en études sociales, c'est probablement un petit peu différent, mais en maths et en sciences, notre curriculum, il est écrit d'une certaine façon et on a tendance à vouloir l'enseigner de la façon avec laquelle il est écrit. Et ça empêche de faire des liens alors que justement, on peut faire des liens entre les différents thèmes ou modules ou quoi que ce soit, et donc on peut revenir sur des choses qu'on a déjà vues en début d'année. Et plus on va revenir, et plus on va obliger l'élève à se rappeler, à retrouver ses connaissances ou ses habiletés, et donc à s'améliorer. Et l'autre idée aussi, c'est que plus les élèves ont besoin de difficultés, plus on a besoin de les évaluer. Parce que plus on a besoin de différencier ou d'aller voir exactement où est-ce qu'ils sont rendus et d'intervenir en fait auprès d'eux. Bon, je pense que… Oui, voilà, ça c'était… Bon, on peut passer rapidement là-dessus, mais comment ne pas laisser les lacunes se développer? Bon, il y a une théorie donc, qui s'appelle The New Theory of Disuse et qui dit que nous allons stocker de l'information, mais une des façons d'engranger cette information, ces habiletés dans la mémoire à long terme, c'est de s'obliger à les rappeler. Donc, l'oubli est important. Qu'il y ait des phases d'oubli, c'est important parce que ça va permettre de voir, je ne vais pas dire activer des circuits neuronaux, mais c'est l'idée que je m'en fais, pour aller essayer de retrouver. Donc, mais comment je faisais ça déjà? Et donc, plus on donnera l'occasion à l'élève de s'obliger à retrouver de l'information ou des stratégies, et plus ça va rester à long terme dans sa mémoire. Je pense que… Bon, je vais te laisser présenter ça, Barbara, peut-être Oui, justement, j'avais quelques documents à vous partager. Donc, comme à l'habitude, cette présentation, c'est sur le site du consortium dans la partie Moodle. Et ce sont des documents de Jigsaw qui permettent soit au niveau de la classe pour l'enseignant ou au niveau de l'école, pour l'administration, de planifier les évaluations. Et ce que ça veut dire? Donc, ça revient sur un peu les définitions de chaque évaluation, les évaluations repères, diagnostiques et les évaluations de progrès. Donc, dans quel sens on envisage l'utilisation de ces évaluations dans notre enseignement et quelles prochaines étapes on peut envisager également. Après ça, les critères d'évaluation. Pardon.
les critères d'évaluation des élèves. Donc, après avoir décidé, voici l'évaluation que je vais utiliser, je vais aussi décider sur les critères de réussite. Et ça permet aussi, suite à l'analyse, de vraiment classifier les interventions ou les stratégies auprès des élèves. Donc, on parlait tantôt des élèves, les 6 élèves qui ressortaient de Sylvie, de sa classe. Puis, tu sais, si on fait l'analyse de MIPI de sa classe, on peut voir qu'il y a de l'enrichissement à faire pour certains élèves. Camille, On choisirait. mesdames, je suis désolée, je dois quitter. Oh, je suis désolée. Merci beaucoup. Merci. J'espère que À ça la va bien prochaine. aller. Au revoir. Alors, peut-être qu'on choisirait la couleur bleue pour les interventions plus d'enrichissement. Dans le vert, ben, on peut retrouver la plupart de nos élèves, c'est dans la moyenne. Les élèves qui sont peut-être à risque dans leur réussite seront peut-être dans le jaune ou du moins les stratégies qu'on va utiliser seront pour eux. Puis ceux dans le rouge, c'est vraiment des stratégies qui sont ciblées. Alors, ce document permet de vraiment établir ces critères. Ensuite, il y a une rubrique qui est conçue justement pour nous-mêmes, pour le personnel de l'école. Donc, quand on considère, mettons, des évaluations repères dans une certaine école, bien, on peut dire est-ce qu'on est vraiment au début? Ça, c'est la rubrique qui va déterminer si on est vraiment sur la bonne voie d'évolution avec nos évaluations. Puis c'est une planification à long terme. Donc, si on peut élaborer même un calendrier d'évaluation, ça va mieux permettre de passer à travers tout ce qu'on doit faire, surtout face aux apprentissages essentiels que nous avons. Et l'analyse. Donc, en anglais, on appelle ça Data Review and Team Goal. Ça, c'est vraiment un document qui est pour une équipe école, une petite équipe qui va peut-être établir des objectifs selon les données reçues, les résultats des évaluations. Alors, si on parle d'une évaluation ADEL, qui est une évaluation en littératie, en lecture, bien, il y a un document qui va analyser ces résultats. Mais après l'analyse, on voit que la plupart de mes élèves dans ma classe ou dans le niveau 4e année de l'école, on voit que le décodage demeure toujours difficile pour une bonne partie de nos élèves. Donc, on peut cibler un objectif qui est en lien avec le décodage ou la fluidité de la lecture. Et quel genre d'objectif qu'on va mettre? Bien, on peut utiliser un objectif SMART. Donc, ça guide nos interventions aussi, du moins la planification de nos interventions. Quand on cible un objectif, bien, on a toujours justement une cible. Donc, on travaille vers une certaine chose. Alors, ce sont les 4 documents que j'avais choisis de Jigsaw Learning qui permet vraiment d'aller plus loin dans la planification de nos évaluations au sein d'une classe ou à l'échelle d'une école. Alors, sur ce, je te laisse la parole encore une fois, Sylvie, pour... Si vous avez, je ne sais pas si vous avez l'habitude des évaluations repères, si vous en avez fait, qu'est-ce que vous en tirez? Si vous avez des commentaires ou des questions, c'est le bienvenu, enfin, vous êtes bienvenu d'intervenir. J'aimerais même ça, donc... Oui, je pense que notre première session, on a passé beaucoup de temps en discussion. Cette fois-ci, c'était beaucoup présentation, mais nous avons toujours de la place pour questions, commentaires, discussions. Et je vais aussi mentionner que nous avons prévu 2 autres sessions d'ici la fin de l'année, en lien évidemment avec les évaluations. Je pense que les descriptions ne sont pas encore sur le site. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Non, moi non plus. Je pense que ça devait être fait dans la journée, mais... Tout à fait. Et est-ce que tous nos participants aujourd'hui, vous faites des évaluations repères
enfin, votre conseil scolaire a fait des évaluations repères? Oui. Ben, chez nous, on fait des évaluations GB+, Oui, dans notre école. Mais en mathématiques, on n'en fait pas. d'accord, Je viens de découvrir MIPI, là, alors on va devoir regarder ça. d'accord. Oui, justement. Puis GB+, c'est drôle que tu le mentionnes. Je sais que pour notre conseil, on a toujours utilisé la trousse GB+, pour évaluer tous nos élèves au primaire. Et la rétroaction, le retour que nous avons eu des enseignants, c'était vraiment, c'est quand même assez lourd comme évaluation. Donc, ça prend beaucoup de temps, ça prend du 1 à 1. Et si je veux faire des suivis par après, ben, il faut analyser moi-même chaque évaluation, un après l'autre. Donc, ce qu'on a décidé cette année, ben, pour cette année, c'est d'utiliser la trousse Adèle, qui est intéressant pour tout un groupe. Puis par après, on utilise GB+, plus comme un outil diagnostique. Alors, pour les élèves qui éprouvent des difficultés en lecture, on va travailler individuellement, en sous-groupe, peu importe la façon dont on va intervenir. Puis par après, pour voir si les interventions ont bien réussi, on utilise GB+. Je ne connais pas la trousse Adèle. C'est quelle compagnie qui fait ça? C'est une trousse qu'on avait trouvée sur un site web. Ce que je peux faire pendant qu'on discute ici, je peux le mettre dans le chat. Je vais aller le trouver tout de suite. Merci. Arrêtez le partage. Parce que oui, c'est ça. Nous aussi, c'est long. On demande, ben, dans le passé, on avait souvent une suppléante qui pouvait venir, puis c'était elle qui faisait toutes les évaluations. Mm-hmm. Cette année, ce sont les enseignants, car il y a un gros manque de suppléance, mais c'est ça. Oui, et honnêtement, quand on évalue nos propres élèves, c'est beaucoup plus riche que de demander à quelqu'un d'autre d'évaluer nos élèves, parce qu'on voit vraiment de proche qu'est-ce que mon élève peut faire. Quelqu'un m'a demandé justement de passer des élèves en évaluation GB+. J'ai refusé parce que je ne suis pas dans la classe. Je ne peux pas faire le suivi par après. Ça devrait être l'enseignant qui est maître de sa classe qui passe l'évaluation. Donc, malgré le fait qu'il y a tellement un manque de temps, ben, c'est pour ça qu'il nous a menés à trouver, à chercher d'autres choses. J'ai mis dans le chat le lien vers Apprenant en difficulté et littératie. Ça, c'est Adèle. Ça vient du Québec, mais on peut l'adapter à notre situation. Parce qu'on parle justement de littératie et que, non, on ne parle pas du curriculum de l'Alberta, mais on parle de stratégie de lecture. Fait que c'est pas mal universel. On l'aime bien. Merci. Merci beaucoup pour la belle formation. Encore, nous, on doit quitter, mais merci beaucoup. Oui, effectivement, Julie, on va se reparler. Julie, c'est ma directrice adjointe à Voyageurs. Alors, on a des belles discussions à avoir encore demain. Alors, merci beaucoup. Puis on se revoit. Avec plaisir. Merci de votre présence. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais. En tout cas, les enseignants aiment beaucoup Adèle. Oui, ça, je peux confirmer parce que dans mon école, ça fait une différence aussi. Oui. Et oui, ça se retrouve. Oui. C'est merveilleux. Mais puis aussi, c'est très riche. Pardon, Sacha? Ça se trouve vite aussi. J'ai écrit évaluation Adèle dans Google, c'est apparu tout de suite. Donc... Voilà. Ouais, c'est comme ça que je fais toutes mes recherches. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou commentaires? Non. J'espère que ce fut une présentation utile.
Oui, parfait. Vous allez recevoir, je pense, encore une fois, une évaluation à remplir. Oui, Sans n'hésitez pas à y introduire des questions dedans ou oui, ou des remarques, ou si vous voulez aussi qu'on mette certains documents ou grilles comme exemple que vous pourriez utiliser ou modifier, on peut les mettre aussi sur le consortium si ça vous intéresse. Comme les tableaux, vous savez, avec tous les résultats d'apprentissage, là, pour certains, des tableaux, disons, faciles à remplir pour vous, c'est-à-dire les résultats d'apprentissage du curriculum sont déjà mis dans un tableau, puis ensuite, dans le restant du tableau, vous pouvez mettre vos évaluations ou je ne sais pas ce que vous voulez partager avec les élèves. On peut mettre ces documents-là aussi, qu'après vous pouvez transformer à votre façon. Oui. Si ça vous intéresse, vous pouvez le signaler, quoi, c'est ce que je veux dire. Et on réagit à votre rétroaction, justement, par évaluation. Ça nous permet de vraiment adapter nos présentations selon vos besoins. On est ici pour vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit. Je pense que la prochaine date, c'est le 21 avril, ensuite le 12 mai. Alors, si vous voulez prendre note, le 21 avril et le 12 mai, on va être maternelle à 12e année, tout le monde ensemble. Donc, peut-être que le groupe va être un peu plus large au même moment de la journée, donc de 4h à 5h le soir. Merci. Merci. Bonne soirée tout le monde. Salut. Bonne soirée.